Bienvenue à tous et merci de vous être inscrits aujourd'hui. Je m'appelle Evan Tréhin, je m'occupe de la partie marketing chez H2O.ai en Europe. Notre présentation aujourd'hui portera sur les déploiements de modèles en production avec H2O MLOps et sera présentée par Badr Chentouf, qui est ingénieur solution pour l'Europe du Sud chez H2O.ai. Avant de laisser la parole à Badr, je souhaiterais préciser quelques points. Cette session est enregistrée, vous pourrez à nouveau y avoir accès par la suite sur notre chaîne YouTube. Et nous prendrons quelques minutes à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. Donc, veuillez les écrire dans l'onglet des questions et nous y reviendrons par la suite. Merci pour votre attention, bonne écoute et Badr, je te laisse commencer. Merci Evan, bonjour et bienvenue à tous. Donc aujourd'hui on va parler des modèles en production, des déploiements et des problèmes associés, on va dire. Avant toute chose, qu'est-ce qui fait le succès d'un projet IA? Un projet IA, bon, ça doit avoir un impact business, clair, c'est-à-dire qu'il doit prendre une décision ou aider à la prise de décision pour estimer un risque de crédit, pour optimiser une expérience client, pour prédire la prochaine panne sur une usine, sur quel composant. Voilà. Prise de décision autour de ces thèmes-là, ils sont nombreux. Et ce succès passe forcément, obligatoirement, par la mise en production du modèle de machine learning et par la manière dont on va le consommer. Parce qu'un modèle, aussi performant soit-il, s'il n'est pas mis en production, ça a une valeur nulle, rien, zéro. C'est la mise en production, c'est l'étape finale du process, ou presque, il peut se passer des choses après, qui va permettre de réaliser la valeur du modèle et faire le vrai succès d'un projet IA, avec un sous-jacent, bien sûr, qui reste la performance du modèle, sans quoi tout ceci est vain et inutile. N'importe quel cas d'usage de machine learning va suivre ce cycle de vie. D'abord, la définition du problème et de sa solution en termes de machine learning. Que veut-on prédire? Pourquoi faire? Avec quelles données? Avec quel objectif? Métier, business? Parmi les grands classiques, réduire le risque sur une opération, réduire la fraude ou réduire les faux positifs ou augmenter les vrais positifs. Avec quelles données on va pouvoir travailler, avec donc optimiser aussi le cache, c'est partie des exemples qu'on a sur les objectifs métiers qu'on peut définir. Voilà. Puis la phase d'acquisition des données et de préparation, avec en fusionnant les données, en les structurant, en les mettant au bon format, donc une étape aussi importante. Puis la phase de création du modèle de machine learning à proprement parler, avec les étapes de feature engineering, c'est-à-dire création des features adéquates, la sélection du modèle, de l'algo qui sera déployé, son optimisation. Puis ensuite l'étape de finalisation et d'exécution. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ces deux étapes, les deux dernières, les deux à gauche, la finalisation et l'exécution des modèles en production. Voilà. Au fil des années et d'évolution de l'IT, même récente, il y a eu plusieurs goulots d'étranglement sur différents composants de ce cycle de vie. Voilà. Si on reprend de manière macro, ce process define, data, build, and execute. Alors, dans l'ère pré-big data, on va dire, les équipes étaient plutôt confrontées à la collecte des données. C'est l'aspect stockage, l'aspect structuration de ces données massives, bien sûr, big data, était un goulot d'étranglement. Puis sur les dernières années, ce problème sur les données, c'est d'une certaine manière résolu, hein, c'est-à-dire que le goulot d'étranglement, enfin voilà, le travail sur les data était formalisé, était réalisé, voilà, était maîtrisé surtout, et le goulot d'étranglement s'est déplacé vers la partie build, vers la construction des modèles, qui demande beaucoup d'itérations, beaucoup d'expérimentation, avec voilà, beaucoup d'étapes et qui est chronophage. Donc avec l'expérience de construction des modèles, avec aussi l'évolution des plateformes d'auto-ML comme H2O, Driverless AI,
cette partie de construction des modèles a été considérablement réduite. De plusieurs mois, vous pouvez imaginer plusieurs mois pour créer un modèle, à quelques semaines ou même quelques jours pour créer un modèle qui soit valide et qui puisse aller en production. Aujourd'hui, les parties de définition, collecte de données et construction des modèles sont plus ou moins établies. C'est-à-dire que le challenge reste maintenant sur comment on déploie et comment on surveille ces modèles. Voilà. C'est ce qui constitue aujourd'hui le goulot d'étranglement pour beaucoup et auquel on répond avec H2O MLOps. Alors, c'est intéressant, une étude récente là, du cabinet New Vantage, voilà, il y a le lien en bas, en 2020, hein, qui a interrogé 70 compagnies, grandes compagnies sur leur stratégie IA et sur leur stratégie IA, sur combien de modèles ils ont déployés, a déterminé que seulement 15% ont déployé à grande échelle du machine learning. Et le challenge clé dont parlent ces sociétés pour expliquer une si faible proportion de modèles déployés, 15%, c'est vraiment peu, c'est-à-dire qu'il y a 85% qui ne déploient pas à grande échelle. Dans les 85%, il y a aussi des sociétés qui ne déploient pas du tout, et ceux qui déploient quelques modèles avec difficulté. Voilà, donc le challenge dont il parle pour expliquer cette faible proportion, c'est lié aux personnes et aux problèmes de processus de mise en production. C'est-à-dire que le déploiement, c'est l'étape où les data scientists et l'IT se rencontrent et doivent travailler ensemble pour assurer le déploiement du modèle en production, pour assurer son bon fonctionnement et son utilisabilité par le business. Et cette équipe révèle que les deux équipes ne sont pas en parfaite harmonie, ce qui est assez clair. Alors, pour plusieurs origines structurelles à ça, hein, voilà. Ils ont des états d'esprit différents. C'est-à-dire que le data scientist, il va plutôt être orienté performance du modèle, d'une part. Et pour ça, il ne va pas hésiter à utiliser tout ce qui est à l'état de l'art. Alors, en termes de technologie récente, algorithmes récents, mais aussi en termes de langage, qui va travailler plutôt en Python, en Julia, en R, quand l'IT, voilà, un peu plus stable, un peu moins orienté nouveauté, va être orienté Java, C++, ce qui va poser des vrais problèmes de traduction, bien sûr, des travaux. Et aussi des compétences différentes. Voilà. Data scientist, voilà ce que je viens de dire, pardon. Mais l'état d'esprit, c'est-à-dire que le data scientist, lui, il est dans l'expérimentation, ce que je voulais dire. Il est dans l'expérimentation, c'est-à-dire que vraiment la recherche itérative de la performance et étape après étape. Donc, il ne va pas se soucier de la répétabilité, en tout cas de la stabilité de son travail. Alors que l'IT, c'est son problème. C'est l'IT, les opérations de l'IT doivent s'assurer de la stabilité et la robustesse du système en 24/7. Alors, bien sûr, les deux équipes ont aussi des ressources limitées, voilà, en termes de temps et en termes de collaborateurs. Tout ça résulte voilà, dans un manque d'appropriation avec deux équipes qui sont d'importance égale, il n'y en a pas une au-dessus de l'autre, mais qui manque d'appropriation, de pilotage, qui explique le faible taux de déploiement opérationnel. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que la productivité des data scientists est atteinte, c'est-à-dire qu'ils réalisent des modèles. Et que pour mettre en production, beaucoup de code spécifique est réalisé. Ce qui va fragiliser la structure globale en production, sa gestion et aussi sa maintenance. Chose que j'ai vue récemment, j'ai travaillé avec une banque qui avait un modèle pour prédire les besoins en cash des distributeurs de billets. Voilà, des distributeurs de billets répartis sur le territoire et il faut prédire les besoins en cash pour pouvoir les approvisionner
au juste montant pour pouvoir faire des retraits, voilà, en travaillant sur les données donc, historiques de retrait et de dépôt. Les data scientists étaient arrivés à créer un modèle par distributeur, ce qui faisait des milliers de modèles à déployer en production, qui sont déployés en production, basés sur TensorFlow en l'occurrence, mais ce qui ne change pas grand-chose, ça complexifie juste un peu le tout. Mais voilà, des milliers de modèles, parce qu'un modèle par distributeur, et encore un modèle par distributeur, il y a aussi un modèle par sens, c'est un retrait dépôt, pour pouvoir optimiser donc, ce besoin en cache des distributeurs. Donc des milliers de modèles à gérer en production ou encore à mettre à jour. Donc je peux laisser imaginer que l'IT, voilà, les difficultés de l'IT à gérer ça. Pourtant, ils l'ont fait. Mais passer à l'échelle et faire encore beaucoup d'autres modèles, voilà, risque de poser quelques problèmes de ressources et de complexité. C'est ce que vivent les équipes IT, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'aise pour passer à l'échelle avec des process aussi peu standards, avec des process en tout cas peu standards, tels que celui-ci. Alors, quelle solution pour tout ça? C'est très simple. Pour tout ça, donc H2O a développé et développe la solution MLOps. Alors, MLOps, ModelOps, Model Manager, même nous, des fois, on a du mal à choisir. Donc, MLOps, on va rester sur MLOps. C'est un ensemble de techno et de pratiques, c'est important, qui fait le pont entre donc, les data scientists et l'IT. Chacun fait ce pourquoi il est bon, ce qu'il connaît, et la plateforme comble le gap entre les deux équipes, organise la collaboration aussi entre les deux acteurs, les deux équipes, ou les deux typologies d'acteurs. Et c'est ce qui va permettre au global, donc aux organisations, de passer à l'échelle et de mettre en des XN, c'est-à-dire des dizaines, des centaines de modèles en production. Alors, quels sont les trois piliers de MLOps? Le premier, c'est la base, c'est de déployer et de mettre en production un modèle. C'est suivi par le cycle de vie, la gestion du cycle de vie des modèles. Donc, s'assurer, une fois que le modèle est déployé, s'assurer qu'il est opérationnel, appelable, qu'il est sain. Et puis, la troisième étape, c'est la gouvernance des modèles, pour notamment le légal et la compliance qui sont demandés dans pas mal d'environnements, pas mal de structures. Alors, trois règles basiques, trois règles en tout cas, qui sont suivies par MLOps. Première, c'est utiliser la bonne techno, rend plus facile le passage à l'échelle, permet de scaler plus facilement. Une de ces technologies qui permet de scaler plus facilement, c'est Kubernetes, qui sait augmenter, réduire la voilure selon la demande, selon qu'il y ait plus ou moins d'appels et en parallèle à mon modèle. Un autre aspect intéressant de Kubernetes, c'est sa capacité à gérer la redondance et du coup à tolérer des pannes sans interruption de service. Voilà, donc voilà, utiliser la bonne techno va permettre de passer à l'échelle beaucoup plus facilement. Nous, on a fait le choix de Kubernetes. La deuxième règle est aussi de rendre les modèles disponibles et directement accessibles pour les équipes de déploiement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans le code, de comprendre la structuration du modèle, de comprendre les paramètres, etc. À H2O, nous déployons des modules. Alors, les modules, qu'est-ce que c'est? Ce sont des exécutables qui sont créés par les plateformes d'apprentissage, donc par DriverXFI pour la plateforme d'AutoML ou encore par H2O3, la plateforme open source. Donc ces modules sont créés, sont directement exécutables. On peut les exécuter selon le langage. Je passe sur le détail, mais en Java, en Python ou en R. Mais je n'ai pas besoin de rentrer dedans. Je peux l'appeler et l'exécuter en une seule ligne de commande. Ce qui permet aux équipes IT d'avoir une vue simplifiée du modèle, pas besoin de rentrer dedans, mais une vue opérationnelle et exécutable. Et puis, troisième règle, pour du développement d'applications, le process dev, test, prod, passage par différents environnements, c'est la base. On ne se pose plus trop de questions là-dessus. Les modèles machine learning ne sont pas différents. Et on doit pouvoir avoir la possibilité de les déployer dans plusieurs environnements, de les tester, d'ailleurs en précision, sur leur précision, des prédictions,
comme en performance, en termes de temps de latence, temps de réponse, avant de les passer en production. Donc, le deuxième pilier, donc la gestion du cycle de vie. Une fois que le modèle est déployé, on doit s'assurer que le modèle est sain, c'est-à-dire qu'il répond dans un certain laps de temps. Mais aussi quelque chose qui est totalement spécifique au machine learning. On doit s'assurer qu'il n'y a pas une différence significative entre les données reçues en production, c'est-à-dire toutes les données d'entrée du modèle. Si je suis sur voilà, du credit scoring, enfin voilà, de l'analyse de risque sur ou l'exemple, voilà, un dataset assez classique, voilà, risque de défaut sur des cartes de crédit aux US. Voilà, s'assurer que mes données que j'ai en production, donc sur mes consommateurs, ben, il n'y a pas une différence significative entre ces données de production et les données qui ont été utilisées pour l'entraînement du modèle. Un modèle doit avoir vu globalement les données en production ou les mêmes typologies de données en production pour pouvoir être performant. Et dès lors qu'on est en dehors, dès lors qu'il y a une dérive significative, et ben, cela veut dire entre les données de production et les données que j'ai vues en entraînement, ben, c'est-à-dire que le modèle, il y a une action à faire sur le modèle, un réentraînement, un recalibrage, etc. C'est quelque chose qui doit être surveillé avec et clairement même une émission d'alerte dans certains cas, au-delà de certains seuils, avec des réactions à gérer par l'IT, par l'équipe Data Science. Il y a 5 composants clés pour la gestion du cycle de vie des modèles. Et c'est ça qu'on a mis en œuvre, évidemment. Il y a surveiller, donc pour l'IT, mais aussi pour les data scientists, pour vérifier s'il n'y a pas une dérive dans la distribution des données en production, voilà, par rapport à ce qu'on a vu en entraînement. Il y a les mécanismes d'alerte, c'est-à-dire quand on a déployé des centaines de modèles, on va dire que le seul moyen de les manager, c'est de gérer les exceptions. On ne peut pas juste avoir des centaines, des dizaines, des centaines de tableaux de bord qui vont surveiller chaque modèle, que je vais pouvoir regarder et investiguer à chaque fois chaque modèle, chaque feature. Manager donc par les exceptions, et c'est la seule voie possible, c'est clair. Donc, selon l'importance critique ou non des modèles, il faut pouvoir classer ces modèles, gérer les alertes, classer les alertes en fonction voilà, de la criticité. Par exemple, voilà, remonter un message d'information, warning, sur un channel Slack lorsqu'il n'est pas critique. Voilà, j'ai une information à destination voilà, de l'équipe plus, on va dire, data science par exemple, mais passer par un vrai système d'alerte lorsque j'ai une panne ou des données incohérentes ou des données voilà, qui posent problème, donc qui vont demander une opération, une action immédiate. Failover et fallback. Bon, voilà, c'est une réalité. Les modèles de machine learning échouent, ça arrive, ou ils font des erreurs. C'est la réalité, voilà, donc il faut la gérer de manière fluide avec un système qui va gérer cette erreur, cette panne, avec soit avec un modèle de secours, deuxième modèle, soit un retour arrière, version précédente, le temps de mettre à jour le modèle. Quatrième point ici, pour les mises à jour, programmées cette fois-ci. Le système doit permettre de les faire, mais sans interruption, parce que j'ai un modèle live en production qui fait du scoring voilà, en direct, qui est appelé en direct pour scorer, pour noter des nouvelles, faire des nouvelles prédictions sur des données potentiellement continues. Ben là, le système doit permettre de faire ces mises à jour, mettre un nouveau modèle en production, sans interruption, c'est-à-dire qu'il va mettre à jour un deuxième système, puis le basculer une fois que c'est fait. Ça, c'est un mécanisme qui doit être voilà, intégré et qui est intégré à MLOps. Alors, le dernier point pour dans beaucoup de cas, quand on met en production, quand on a des nouveaux modèles, on va être intéressé pour faire, par exemple, de l'A/B testing entre deux modèles et de gérer ces tests avec la plateforme, de faire passer le trafic selon cette règle, donc l'A/B testing,
pour pouvoir réaliser ensuite et analyser les retours et potentiellement en choisir un seul ou retravailler le sujet. Troisième pilier, donc la gouvernance des données, le dernier ici, c'est bon, probablement la partie un peu plus ennuyeuse comparée aux deux autres, mais bon, évidemment, tout aussi importante. Voilà, il faut par exemple donner accès aux bonnes personnes pour gérer, déployer les modèles ou regarder les alertes. Il faut savoir, avec les pistes d'audit, qui a déployé quoi et aussi quand. Il faut loguer ses activités pour savoir techniquement qui est intervenu, mais aussi voilà, techniquement pouvoir agir, avoir une relation, un échange, mais aussi du point de vue des régulateurs ou du légal pour garantir voilà, la fiabilité du système et le fait que tel modèle a été bien utilisé et pas tel autre, etc. Voilà. Tous ces principes, c'est ce qu'on a mis en place dans MLOps, dans la plateforme MLOps H2O. Donc, je vais passer à une démo, présenter un peu plus MLOps en partant de. Alors, je vais partir quand même de la solution d'un modèle déployé, d'un modèle. Alors, pour ça, je vais utiliser Driverless AI, donc notre solution d'automatique machine learning. Je vais créer un modèle et je vais le déployer dans ModelOps avec différents profils, donc en utilisant soit un data scientist ou un ingénieur Ops. Voilà. Donc j'ai ma plateforme ici. Donc là j'ai une instance qui permet de regrouper nos différents produits, hein, donc H2O, Driverless AI, donc plutôt ML, open source avec H2O3 et Sparkling Water pour Spark, et puis MLOps. Alors je passe, si je commence par Driverless AI. Donc pour l'exercice aujourd'hui, je vais prendre quelque chose de très simple. Je vais prendre un modèle basique, un modèle de credit card, qui est un dataset voilà, Kaggle hyper connu, que j'ai ici. Voilà, détail. Qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai des informations, bon, on a dit, j'ai des informations de contrat sur mes consommateurs. Donc, c'est les consommations et les remboursements de cartes de crédit pour donc les consommateurs aux États-Unis, les clients d'une banque. Donc, j'ai des informations voilà, relatives au contrat. Donc, là, ça balance limite. Des informations relatives à la personne en elle-même, voilà, démographique, donc sexe, éducation, mariage, âge, et puis les informations de consommation, paye zéro, donc le statut des derniers paiements, le montant des derniers paiements, je vais rapidement dessus, le montant des dernières factures, pardon, et le montant des derniers paiements, parce que c'est un système un peu différent en France. On peut choisir le montant qu'il paye, on ne paye pas obligatoirement la facture qui est émise. Et à la fin, qui est ce que je veux prédire, défaut de paiement de next month. Donc là, est-ce que ce consommateur, ce client, a été en défaut de paiement le mois suivant? Et c'est ça que je vais pouvoir prédire avec les mêmes informations sur des nouvelles données. Alors, qu'est-ce que je fais? Pour ça, en AutoML, j'ai la possibilité de construire un modèle avec, dans le Driverless AI, je fais ça rapidement. Donc, je choisis ma cible, défaut de paiement next month. Et c'est à peu près tout par défaut. Je pourrais choisir mon scoreur, pas mal d'autres options, mais c'est à peu près tout. Et surtout pour aujourd'hui, c'est pas le sujet. Donc je lance mon expérience. Juste en quelques secondes, on va voir un premier modèle apparaître, un premier score, et puis après plusieurs itérations, on aura le modèle final, le meilleur modèle possible, en utilisant les techniques, donc les créations de features, donc les nouvelles techniques, voilà, features plus ou moins complexes selon le cas, ou pas du tout de features. Par exemple, ce modèle ici qu'on voit n'utilise que les variables originales, mais Driverless va tester pas mal de features compliquées et qui peuvent améliorer la performance du modèle, bien sûr, pas pour rien, et différents algos, voilà, l'ITBM, etc. Voilà. Quand mon modèle, voilà, l'expérience est finie, je vais basculer sur une expérience qui est finalisée. Voilà, c'est celle-ci, c'est la même, je crois.
les mêmes paramètres, voilà, ou d'autres paramètres, mais c'est pas important aujourd'hui. Là, j'ai mon modèle qui est finalisé. Et si je vois à quoi correspond ce modèle finalisé, eh bien, voilà, je peux le visualiser. Voilà. Je prends mes features. Bon, là, c'est quand même quelque chose d'assez simple. J'ai mon modèle LGBM et je fais mes prédictions de défaut de paiement, d'appartenance à la classe 1, d'appartenance à la classe 2. Voilà. Et c'est ça, c'est ce process global qui va aller en production. Alors, ce process, il pourra avoir des choses plus compliquées. Hein. Il pourra avoir du traitement d'image, du traitement de texte, des librairies PyTorch, du TensorFlow, des transformations, des weighting, voilà, des transformations de moyennes mobiles pondérées, etc. Beaucoup de transformations sur les données pour en extraire de la valeur, suivies par un ou un ensemble de modèles. Ce pipeline, c'est ça qui va aller en production. Comment je fais ça? Je vais sur un project. Donc, je vais pouvoir créer un nouveau projet. Je vais faire ici. Projet démo, par exemple, au hasard. Et ce projet, c'est ce qui va faire le lien entre mon modèle, mes travaux de data scientist et ce que je vais pouvoir faire en termes de production poussée sur MLOps. Ce projet, une fois que je l'ai créé, il est directement aussi accessible sur la partie MLOps. Et je le crée parce que j'en ai les droits, parce que j'ai le droit d'aller déployer des modèles en production. En tout cas, disponible pour la production. Là, je vais mettre un modèle disponible pour la production. Donc, je vais choisir un des modèles réalisés, celui-ci. Et là, maintenant, ce modèle, je l'ai poussé en production. Donc, je vais dessus maintenant. Voilà. J'avais déjà une version ici installée, ouverte. Je recharge ma page. On va attendre le temps qu'il se recharge. Voilà. Donc, j'ai bien mon proche démo ici. Alors, proche démo, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un projet auquel j'ai accès. Alors, je suis encore identifié en tant que data scientist 1. On verra après comment je vois plusieurs utilisateurs. Donc, proche démo, j'y ai accès et j'ai mon modèle ici qui est disponible. Bah, par contre, il n'est pas déployé. Il est disponible, j'ai les informations. C'est intéressant, j'ai mes informations, j'ai mon score. C'est le même score hein, que j'avais quelque part ici. J'ai mon score ici, 0,77 et 0,77 sur les données de validation. Voilà, il est là. Voilà, qui l'a fait? Est-ce qu'il est déployé? Non. C'est intéressant aussi, parce que là, je suis en production. J'ai quitté la plateforme de dev, hein, mais en production, voilà, j'ai accès au rapport, à l'auto-report, qui veut bien se charger. J'ai accès à mon auto-report. L'auto-report qui a été créé en même temps, généré en même temps que le modèle. Alors, cet auto-report, ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend toutes les informations du modèle. C'est une traçabilité complète. Ça va assurer une partie. C'est pas l'ensemble, mais déjà beaucoup d'informations. La traçabilité pour remonter jusqu'à comment ce modèle a été créé, à partir de quelles données il a été entraîné, quels étaient les ranges des limites des données qui ont été utilisées, la distribution, etc. Et qu'est-ce que contient finalement ce modèle, ce mojo, ce pipeline, hein, c'est plus qu'un modèle, c'est un pipeline, hein, avec la partie les features utilisées et le modèle ou les modèles finaux. Donc, cet autodoc, qu'on a d'ailleurs aussi en open source hein, maintenant, c'est ça qui va suivre aussi, c'est la carte d'identité du modèle et c'est ça qui suit le modèle jusqu'en production. Et j'y ai accès cette fois-ci en tant que Ops, hein, en tant que MLOps, en tant qu'ingénieur chargé IT, chargé des opérations ML, j'y ai accès et je peux avoir des informations qui peuvent m'être utiles. Ce modèle aussi, je peux aussi avoir plus d'informations. Là, le temps de charge. Encore une fois, plus d'informations. Je peux avoir mettre un commentaire, donc ajouter un commentaire qui va être tracé. Et puis bon, j'ai voilà, des informations de paramètres et de métadonnées sur mon modèle en lui-même, sur le modèle en lui-même.
une fois que j'ai mon projet ici, ce que je peux faire, je peux aussi le partager. Voilà. Donc là, je suis sur un environnement quand même pour une démo, c'est-à-dire que bon, j'ai accès à tout, je peux tout faire, etc. Bien sûr, il y a des contrôles de droit, bien sûr, je peux pas tout faire, bien sûr, tout le monde n'a pas le droit de tout faire. Mais je peux le partager. Donc là, j'ai partagé mon environnement, mon projet avec, bon, j'ai 2 utilisateurs, bon, je vais les utiliser avec DS2. Et je vais lui donner le droit soit de lire, soit de tout faire. Je peux dire, soit il peut juste accéder. Et s'il accède, qu'est-ce qu'il pourra faire? Il aura le droit de voir les statistiques, voir les résultats, voir ce qu'il en est du projet, mais pas le modifier. Voilà. Là, j'ai partagé mon modèle. Et après, la partie, quand j'ai mon détail, mon projet, je peux le déployer. Mon modèle, une fois que je suis passé content, je peux le déployer. Donc, je vais le déployer en différents environnements. Là, j'ai configuré des environnements dev et prod. Donc, je peux le déployer en production, par exemple. Hop, je le déploie en production. Donc, j'ai le temps d'initialiser. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? MLOps, la plateforme, l'outil, voilà, ça appuie sur Kubernetes, va créer un conteneur, va instancier un conteneur, va mettre en place dans le conteneur ce qu'il faut pour exécuter le modèle, c'est-à-dire le mojo en lui-même, la manière de l'appeler, et un endpoint, un point d'accès pour exécuter des nouvelles données en utilisant donc un service REST. Une fois qu'il est healthy, ici, une fois qu'il est opérationnel, je peux regarder comment scorer des nouvelles données. Voilà, j'ai un exemple pour appeler ce modèle et noter, scorer des nouvelles données avec juste cette commande, avec ce fichier JSON ici directement, et les valeurs de mes données d'entrée. Et en retour, j'aurai mes prédictions sur mes probabilités d'appartenance aux classes. Donc ici, les 2 classes, défaut de paiement next from 0, enfin, donc pas défaut de paiement ou défaut de paiement, probabilité de défaut de paiement dans l'un plus l'autre faisant 1, ici quand on est dans une catégorisation, classification binaire. Donc je peux copier ma requête pour l'utiliser. Alors, on a aussi la partie batch scoring, où le mojo, je vais pouvoir le déployer sur un environnement externe. Je ne vais pas le montrer aujourd'hui parce que c'est un peu plus compliqué. Pour le déployer sur un environnement externe, scorer des données de manière massive, donc je sais pas, sur Hadoop, sur Oracle, sur des environnements avec beaucoup de données, et récupérer en retour voilà, les prédictions et les valeurs d'entrée, etc., pour pouvoir les analyser. Ce modèle, alors quand j'ai en production, je peux aussi, voilà, je vais passer sur quelque chose que j'ai lancé juste avant pour avoir mon deuxième projet ici, pour avoir quelque chose qui fonctionne déjà, qui a déjà un monitoring et des choses qu'on peut voir, sinon il faut attendre quelques minutes. Donc là, pour un webinaire, on va s'en passer. Je suis sur la même chose, hein. C'est mes modèles Credit Card, j'en ai 2 ici, ou j'en ai 3. J'en ai 3 ici, donc un qui est déployé en prod, un qui est déployé en dev, et un qui n'est pas déployé du tout. Prod et dev ici, et qui sont donc et qui fonctionnent. Et je vais pouvoir aller monitorer donc la production, par exemple. Là, clairement, je suis passé IT, Ops, et je vais surveiller, je vais regarder un peu ce qui se passe sur ce modèle. Alors, je dis un peu rapidement que je suis IT Ops parce qu'il y a dans ce dashboard, qui est le dashboard qui est construit par défaut par la plateforme, j'ai des informations qui sont vraiment orientées machine learning et j'en ai qui sont vraiment orientées IT. J'ai les deux. J'ai voilà, rapidement, donc c'est quelque chose qui est construit automatiquement. Hein. Là, j'en mets toutes les informations disponibles, tous les inputs, tous les outputs, tous les un premier voilà, scoring latency, donc le temps de réponse du modèle. On voit qu'il est voilà, relativement stable, avec quand même quelques exceptions à 30 millisecondes, où je le ferai après peut-être créer une alerte si nécessaire, si le délai d'exécution est supérieur à 25-6 millisecondes, créer une alerte.
j'ai deux éléments très intéressants pour gérer, donc j'en ai parlé tout à l'heure, la dérive des données, donc surveiller la dérive des données en production. J'ai un drift score, donc un score de dérive, et un PSI score, donc Population Stability Index, qui est notre manière de calculer la dérive, un peu plus formalisée. Et donc j'ai le suivi de ces inputs, parce que j'ai les informations de traçabilité, parce que j'ai tracé, je sais, mon modèle, il est venu avec beaucoup d'informations, il est venu avec les valeurs minimum et les valeurs maximum de chacune des valeurs numériques, bien sûr, qui ont servi, qui étaient celles du modèle, enfin des inputs pendant l'entraînement. Par exemple, bill amount one, ici, il était, donc ici j'ai un drift, et bill amount one, là j'ai un drift ici à 0,849, bon, c'est relativement faible ici. Je vais venir sur les valeurs après. Mais voilà, donc je peux voir que ici, c'est celle qui a le plus fort aussi, la plus forte augmentation du score de drift, et je l'ai ici aussi. Celle-ci, elle est clairement en dehors du range. On a un PSI score à 26, c'est très élevé pour un PSI. Donc là-dessus, ça va nécessiter une action, clairement, parce qu'on est sur, alors soit retrainer, soit gérer les valeurs dans le modèle qui sont en dehors de ce range-là. Voilà. Et donc, le nombre de requêtes ici que j'ai dans les dernières 10 minutes, voilà, des exemples de visualisation. Voilà. On n'est pas obligé de tout garder après, mais des exemples de visualisation. Alors, ce dashboard, c'est un dashboard Grafana, vous connaissez certainement, et donc je peux le customiser, je peux le modifier, je peux donc changer, ajouter, enlever des blocs, les réorganiser. Après. Donc là, un histogramme, une carte de chaleur, un bloc chaleur ici, pour chacune des entrées, soit quand elles sont de manière, quand elles sont catégories ou numériques. Là, par exemple, je vérifie visuellement. Alors, là, c'est une vérification visuelle, c'est la monitoring visuel. Ils viennent après les alertes. Visuel, c'est très bien, j'ai l'information, je peux investiguer, mais en amont, il faut de l'alerte. P0, etc. Donc j'ai pour toutes mes valeurs d'entrée, je vais au bout parce que c'est comme ça qu'on l'a construit par défaut. Là, j'ai mes deux prédictions. Voilà. Et voilà. Défaut de paiement maximum de 0. Voilà, donc toutes les valeurs de mes prédictions. Donc là, c'est la probabilité de ne pas être en défaut de paiement. Attention. Donc là, bon, globalement, j'ai quand même beaucoup de probabilité de ne pas être en défaut de paiement. Bon, un peu normal quand même. On est sur un jeu de données, voilà, en tout cas dans l'entraînement et dans la réalité, déséquilibré. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui vont pas être en défaut de paiement que de gens qui vont être en défaut de paiement. Voilà, donc ici j'ai les répartitions. Et j'ai pareil pour l'inverse, la probabilité d'être en défaut de paiement. Voilà. Donc là, ça me permet d'avoir l'ensemble des informations. J'ai les informations à la fois pour l'IT et pour le machine, pour les data scientists. Et si je veux, voilà, donc je suis sur Grafana, j'y vais, je vais retourner sur, je peux faire deux types d'alertes. Une, ici, je peux définir voilà, une alerte sur, je peux créer une alerte sur le fait que voilà, le scoring latency est en dessous, au-dessus enfin en dessous, au-dessus, enfin voilà, au-dessus comme on veut. S'il est au-dessus quand même ici de, alors j'ai mis 14, mais voilà, au-dessus de 20, mais peut-être pas dans la moyenne des 5 dernières minutes, mais la moyenne des voilà, sur une minute. Je risque pas de créer une alerte de 10 secondes. Voilà. Alerting, voilà. Et if no data, donc moi je veux un alerte, et si j'ai une erreur en timeout, je veux une alerte. Voilà. Voilà, donc là j'ai mon seuil d'alerte sur mon scoring. Je peux aussi, et là c'est intéressant parce que sur la partie valeur d'entrée, donc limite balle par exemple, une balance, donc la balance autorisée pour ce client-là, et donc c'est une information de contrat que j'ai. Ce qui est intéressant, c'est que par défaut, voilà, j'ai mes alertes ici. Une alerte a déjà été configurée. C'est-à-dire que si mes valeurs d'entrée maintenant sur ce limite balance, donc j'ai une alerte de drift directement automatique. Si mes valeurs sont en dehors du range, donc de 10 000 et
et 1 million, si je suis en dehors de cette fourchette-là, à ce moment-là, en moyenne, bien sûr, sur les 10 dernières minutes, à ce moment-là, je vais créer une alerte. Par défaut, c'est configuré. Voilà, parce que 10 000 et 1 million, d'où ça vient? Bah, ça vient de mon training. Ça vient, si je retournerai au document Word, je vais voir que les 1000 badges, j'ai des valeurs entre 10 000 et 1 million. Et donc, en dehors, le modèle n'a pas vu de valeur en dessous de 10 000 ou au-dessus d'1 million. Et donc, s'il y a des valeurs en dessous de 10 000 ou au-dessus de 10 millions, bah, il faut créer une alerte. Il faut traiter le souci. Voilà. Donc là, j'ai ce modèle-là, ces modèles voilà, que je peux monitorer. Après, encore beaucoup de choses. J'accélère peut-être un peu. Ce modèle, donc je peux, ces modèles-là, voilà. Je peux aussi faire que ce modèle soit un challenger, voilà, pour un modèle en production. Challenger, hop. Donc là, je vais choisir mon modèle, ma production, je choisis mon environnement, moi je suis en prod, et là du coup, je vais, ou pour celui-là, ou pour Dave, voilà. Je vais pouvoir, avec ces deux modèles, les déployer simultanément. C'est-à-dire que je vais avoir les deux scoring en même temps. Et là, j'ai mon modèle Champion Challenger qui sont déployés, enfin, qui sont en train d'être déployés. Preparing, on va le laisser. Encore un petit peu. Ça, c'est rapide quand même. Il faut noter que voilà, pour pousser un modèle jusqu'à la production, dans un environnement qui est voilà, de production, Kubernetes, scalable, tolérant aux pannes et monitoré, j'ai eu besoin de quelques clics. Voilà. Et ça marche pour les modèles driverless AI, ça marche pour les modèles H2O3, bientôt en tout cas, très très, très bientôt. Et ces modèles, c'est pas mal d'algo disponibles, donc c'est l'HBM, XGBoost, TensorFlow, PyTorch depuis la version 1.9 de driverless, et encore d'autres algos qui sont, enfin Decision Tree bien sûr, et autres types d'algos disponibles nativement. Voilà, donc le passage de bout en bout, avec une gestion des droits, même si là j'ai simplifié, c'est une affaire de clic. C'est une affaire de clic. Là, voilà, j'ai mon modèle qui est déployé et je peux le voir ici. Hein, voilà, j'ai mes deux. Se sont déployés sur différents environnements de dev. C'est un choix arbitraire, je le rappelle. Hein, on peut construire des choses un peu plus compliquées si on a envie. Je peux faire aussi de l'A/B testing pendant que je le vois. Et je vais pouvoir donc suivre voilà, les performances des deux modèles. Et à un moment donné, peut-être prendre une décision. Voilà. L'A/B testing étant un peu différent parce que là, je vais utiliser un modèle pour une partie de mes requêtes et d'autres modèles pour une autre partie des modèles. Des requêtes, pardon. Voilà. Ici, moi, j'ai intéressant, je suis obligé de le montrer, effectivement, mais je le montre, c'est quand même, ça répond à la question de traçabilité. Traçabilité, on a vu le modèle avec sa doc, okay, les informations. Donc, j'ai pas mal de choses déjà dessus. Mais si je vais alors je suis sur Credit Card, je peux aller sur les events, et là, voilà, je sais tout ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que je viens de faire à l'instant? Je viens de déployer une expérience. Et qui l'a fait? C'est DS1. Et j'ai déployé cette expérience. Voilà. Et tout ça, bien sûr, je l'ai, et je peux filtrer, etc. Et ça permet vraiment de savoir qui a fait quoi, quand, et comment ça se passe, voilà, et comment je peux remonter à qu'est-ce qui a peut-être généré une erreur ou qui a enlevé le modèle de la production, voilà, qui a déployé ici, qui a partagé l'information, etc. Voilà, c'est très important pour les aspects compliance, audit, y compris sécurité. Si je repasse sur ici le cycle de vie hein, d'un machine learning, define, data, build, finalize, execute. Donc la partie build et finalize, voilà, c'est couvert par driverless AI, donc TOML, c'est aussi couvert bien sûr par H2O3, la partie, y compris la partie autonome d'ailleurs maintenant, et création des modèles, juste la partie feature engineering qui n'est pas couverte dans H2O3, juste.
c'est énorme, et puis quelques autres choses aussi. Et la partie execute, voilà, c'est celle qui est couverte par ModelOps. Alors on travaille en ce moment et on travaille déjà en pré-release sur la partie data, sur voilà, la collecte, aussi la transformation, la préparation, les insights sur les données, avec Cube, ce dont je vous parlerai très prochainement, j'imagine. Voilà. L'idée aujourd'hui, c'est voilà, de présenter un peu ModelOps, MLOps, et puis d'avoir vos retours, et puis d'échanger avec vous, voilà, de discuter un peu sur votre ressenti, vos retours et vos besoins aussi. Voilà, si vous avez des questions, donc c'est un peu le moment. Je suis à votre écoute. Oui, merci Badr. Nous avons reçu quelques questions. Alors la première, quels sont les frameworks supportés par MLOps? Alors, c'est vrai que j'en ai parlé, mais très très rapidement. Alors, MLOps. Donc, les frameworks supportés par MLOps, ce sont ceux supportés par H2O. Alors, dans H2O 3, dans H2O Open Source, on va supporter nos modèles, hein, donc notre framework H2O 3 qu'on peut appeler en R, Python, etc. Et on va aussi supporter des modèles scikit-learn, donc qui sont aussi supportés par la partie Autodoc. Et dans Driverless AI, donc là, on va supporter une plus large partie de modèles. On va supporter le modèle, encore une fois, H2O3, le modèle open source, mais on a ajouté là-dessus TensorFlow, modèle disponible directement, qui peut être utilisé en tant que modèle ou même en tant que feature engineering pour, voilà, pour les modèles NLP pour extraire de la valeur des textes. Et aussi PyTorch, donc tout récemment. Et là, cette fois-ci, pourquoi PyTorch? Alors déjà, c'est bien d'avoir ce backend, on pourra donc l'exploiter de plus en plus. Et on l'a fait pour pouvoir utiliser les modèles BERT directement, les modèles BERT de NLP, pour extraire voilà, le plus d'informations possible et en étant le plus pertinent des éléments texte dans beaucoup de langues. Donc le modèle BERT, on a utilisé l'implémentation PyTorch. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de modèles disponibles et pas mal d'algos qui peuvent aller rapidement et simplement en production et répondre aux enjeux donc, de l'IT et des data scientists. D'accord, merci. Une autre question, comment monitorer la performance du modèle au cours du temps et quels critères de décision sont mis en place pour relancer un entraînement du modèle quand il dérive trop? Alors, comment monitorer au cours du temps? Le monitoring, on l'a en temps réel. Et on l'a en temps réel et on a des alertes dessus. Donc, passer sur mon dashboard peut-être. Je vais voir ici, quelque part, ici. Voilà, là j'ai un monitoring live, mais en même temps, ce monitoring, il peut générer des alertes. Et ces alertes peuvent gérer, voilà, vont permettre de gérer le monitoring dans le temps. Il ne s'agit pas d'aller voir dashboard après dashboard. La question après, c'est le réentraînement, parce qu'un modèle vit, voilà, et un modèle, on va dire, a une durée de vie. Un modèle doit être réentraîné parce que j'ai de nouvelles données, parce que j'ai de nouveaux contextes, parce qu'il y a eu le Covid et que les modèles ne sont plus du tout en adéquation, ont été entraînés sur des données qui sont plus du tout en adéquation avec les données actuelles. Donc, il faut réentraîner ces modèles. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir faire soit de manière régulière, programmée, donc avec un scheduler ici intégré, je sais pas, tous les mois, j'ai des nouvelles données. Et ces nouvelles données, bien sûr, attention, on est sur de la. Potentiellement, il faut que ces données soient labellisées. Donc, il faut que j'ai les nouveaux défauts de paiement du dernier mois, dans mon cas, ici. Ou bien, quand je fais de la prédiction de vente, il faut que j'ai les dernières ventes. Voilà. Ce qui demande un peu moins de travail que retravailler les nouveaux défauts. Voilà, donc il faut un cycle, une boucle, voilà, pour récupérer les dernières données, pour aller faire le réentraînement. Mais je peux le déclencher, en tout cas, avec ModelOps, soit sur la base d'un scheduler, soit sur la base voilà, d'une alerte. Une alerte, ça peut être le taux, le nombre de. Enfin, voilà, une alerte, ça peut être une alerte sur les inputs. Donc, j'ai des dérives trop fortes sur mes données. Donc, un score PSI ici qui est à 100, il faut faire quelque chose. Hein. Bon, là, je les ai tous. Hein. J'en ai qu'un, pardon. Mais voilà, j'ai des scores ici qui sont très élevés. Ça nécessite un réentraînement ou un travail. Et ou en ayant un filtre aussi et une alerte sur mes données, mes prédictions, que j'ai tout en bas. Voilà. Si mes prédictions, si j'ai un taux de positif, parce que je ne peux pas dire si c'est des faux positifs encore, mais si j'ai un taux de positif qui est trop élevé, qui est au-dessus d'un certain seuil, qui est à définir, là, je peux
je fais edit, je crée mon alerte ici. Et donc, si j'ai l'average, donc la probabilité d'appartenance de faire un défaut de paiement est supérieure à 0,80 par exemple, qui est assez élevé. À ce moment-là, donc il faut adapter bien sûr ça par rapport au seuil hein, qu'on a déterminé pour le modèle en lui-même, parce que j'avais un AUC à 0,77, l'AUC 77, voilà, donc qu'est-ce que je vais optimiser, F1, etc. Donc tout ça, donc c'est un chiffre qui doit être défini par les data scientists, mais en tout cas, je peux définir une alerte ici, au-dessus, donc selon mes enjeux business, pour dire bah, un certain seuil, là ça déconne, et il faut que ça repasse en reframing. Et là, j'ai ma boucle de rétroaction qui peut être exécutée, qui peut rappeler driver la série de manière automatique, parce que on a l'interface utilisateur, mais on a aussi les scripts Python, les scripts R pour faire la même chose et automatiser tout ça en production. D'accord. Merci Badr pour cette présentation et merci à tous pour votre participation. Si vous souhaitez en savoir plus sur h2o.ai, je vous invite à suivre le lien partagé dans le chat. Il vous permettra d'obtenir le pack d'introduction qui comporte plusieurs éléments, notamment une licence test de Driverless AI, des invitations à nos prochains événements et des contenus personnalisés en fonction de vos cas d'usage. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions et restez à l'écoute de nos prochains événements. Merci à tous et bonne journée. Merci à vous.